Aujourd'hui, la promesse de l'AXA, c'est de dire on va vous accompagner mieux qu'une banque. Cette promesse, elle est très facile à tenir, Hugo. On est un spécialiste de l'épargne en ligne. On est un des pionniers de ce marché. Le pionnier, le premier à avoir cassé les droits d'entrée, c'est Bourso. Et l'acteur qui a tapé sur les frais les plus stratégiques, ce sont les frais de gestion, unité de compte, c'est l'AXA. On se dit, une Porsche, ça coûte plus cher qu'une Renault, donc un produit de luxe est censé coûter plus cher. Mais dans l'épargne, les valeurs sont complètement inversées. Et dans l'assurance vie de luxe, c'est l'assurance vie la moins chère. Exactement. Et comment tu vois l'avenir du fonds euro? Je vais te raconter une petite anecdote. Il y avait le patron de Morgan Stanley qui venait 2 fois par an en France. Je lui dis, bon, il y a un actif qui s'appelle fonds en euros. Aujourd'hui, ça paye 1,5 de plus que le taux sans risque. C'est liquide, on n'a pas de plafond, on peut mettre beaucoup d'argent dessus. Et là, il m'a dit, t'es un débile. C'est impossible. Ça n'existe pas financièrement un produit comme ça. Je lui dis, si, c'est le fonds en euros. Le fonds en euros est la pierre angulaire de l'épargne des Français. En juillet, la baisse du livret A est annoncée. La collecte qu'on a fait en juillet chez l'AXA est la plus grande collecte qu'on a jamais fait. Jamais fait. Ça a été un mois historique. Bonjour Antoine, bienvenue sur la chaîne de Financero. Donc Antoine, tu es le président de l'AXA, qui est un spécialiste de l'épargne en ligne. Et l'objet de cet entretien, c'est je vais me mettre à la place d'un client potentiel de l'AXA et je vais te poser les questions que lui, il est susceptible de se poser avec l'objectif que les lecteurs puissent, à la fin de cette vidéo, se dire si l'AXA répond à leurs besoins ou pas. Et donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux peut-être présenter ce que vous faites chez l'AXA? Écoute, merci Hugo de m'inviter. Je t'en prie. Je suis super honoré d'être là. Pour te présenter l'AXA, tu l'as déjà un petit peu fait, mais on est un spécialiste de l'épargne en ligne. On est un des pionniers de ce marché depuis 2001, parce qu'on a tendance à oublier que l'AXA existe depuis maintenant quasiment 25 ans. Donc presque au lendemain d'Internet, au balbutiement d'Internet. Ça a été le début de l'épargne en ligne. Ouais. Et c'est vrai que c'était des débuts assez compliqués en 2001 parce qu'il y avait un acteur qui avait lancé un contrat avec 0% de frais d'entrée. Ouais. À l'époque, c'était quelque chose d'impensable. Que tous les assureurs se sont mis vent debout contre cet assureur qui était Generali, qu'il avait fait avec Boursorama. Et l'AXA arrivait juste derrière. Donc on a fait partie des pionniers, qui ont lancé la révolution des frais sur les produits d'épargne en France. Et aujourd'hui, l'AXA, 25 ans après, on a une communauté de 150 000 clients. On a un petit peu plus de 5 milliards d'actifs sous gestion. Et on est l'acteur qui, aujourd'hui, a la croissance organique la plus forte du marché. Ok, super, félicitations. Et alors, donc tu disais, naissance de l'AXA au début des années 2000. Mais toi, en l'occurrence, tu rejoins l'AXA un petit peu plus tard en tant que président. C'est quoi ton parcours et comment est-ce qu'on devient président d'une boîte comme ça, comme l'AXA? Alors, l'AXA, c'est une boîte qui a été créée en 2001 par 2 fondateurs qui ont été des grands visionnaires. Parce que pour lancer une boîte en 2001 qui va révolutionner le monde de l'épargne et qui va utiliser Internet pour le faire, c'était David Capdevielle et Sylvie Solinas qui ont lancé cette entreprise et qui a eu un très très bon développement pendant une quinzaine d'années. Et avec mon associé, parce qu'on est 2 chez l'AXA à diriger cette entreprise, Yves Conan, on a repris cette entreprise en 2015. D'accord. Voilà. L'histoire était, on était tous les 2, on travaillait au sein d'une grande banque américaine qui s'appelle Morgan Stanley. Notre cœur de métier, c'est les produits structurés. On était des spécialistes du marché français, et notamment du marché de la distribution, des compagnies d'assurance, des gestions privées, des conseillers en gestion de patrimoine. Et notre rêve, à Yves et moi, c'était de monter un business dans la distribution de produits d'épargne. Et Yves, qui est un chercheur, m'a dit, écoute Antoine, je suis tombé sur une pépite. J'étais assis à côté de lui au bureau, il m'a dit, cette boîte, l'AXA, elle a aujourd'hui 18 000 clients, elle a 800 millions d'actifs. Regarde le site internet. Ils ont des partenariats exclusifs avec des assureurs. Ce qu'ils font, ils font un travail exceptionnel avec une communauté de clients qui est super attachée aux valeurs de l'AXA. C'est un ovni sur le marché. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un billet d'avion parce que les fondateurs de l'AXA s'étaient installés en Corse et on va aller les voir. Et donc, on les a appelés, on a pris rendez-vous avec eux, on est allé les voir. On leur a expliqué tout le bien qu'on pensait de leur entreprise. Et eux nous ont dit, nous, ça fait 15 ans qu'on a cette boîte. C'est une boîte extraordinaire qui va avoir une croissance incroyable.
Ils avaient vraiment confiance dans la capacité de ce qu'ils ont créé à révolutionner le monde de l'épargne. Mais aujourd'hui, on a besoin de travailler différemment et ils nous ont fait confiance. On a, avec un fonds d'investissement que tu connais peut-être qui s'appelle NextEdge, avec Jean-David Haas, qui était un des élèves de l'EM Lyon avec moi. Donc Jean-David, je le connaissais bien et Jean-David m'a dit un jour, si tu as une idée dans l'environnement de la distribution, ben, je serais très content de t'accompagner et d'étudier des projets avec toi. Et donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé le projet qui va nous permettre de monter quelque chose de très, très ambitieux dans le monde de l'épargne. C'est Lynxea. Et il m'a dit, Banco, 100%, je te suis. Et donc, on a repris Lynxea avec Jean-David au fondateur qui était David Capdevielle et Sylvie Solinas. Et ça, c'était en 2015. Donc, on était deux avec Yves. Moi, j'étais président, Yves était directeur général et on se partageait les responsabilités. À l'époque, quand on a repris la boîte, il y avait 12 personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est 120. Ouais. Donc, c'était grosse transformation. C'était une petite entreprise, mais qui avait un potentiel énorme. Et surtout, ce qui nous a plu au départ, c'est une communauté de clients qui était super impliquée dans le développement de l'offre et dans le développement de la boîte. Et du coup, c'est quoi les premiers chantiers comme ça quand on arrive dans une boîte de 12 personnes avec l'ambition que vous aviez pour pas non plus justement trahir les valeurs et l'ADN des fondateurs? C'était quoi les premiers chantiers? Déjà, le premier truc, c'est qu'on a touché à rien. Ouais. Tu vas observer. Nous, on n'était pas des entrepreneurs puisqu'on a travaillé dans des grandes banques tous les deux, mais on a touché à rien. Le marketing, le nom, l'offre. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a recruté un CTO. Et ça, c'était très, très, très compliqué. Il n'y avait pas de bureau. À Paris, il y avait un petit bureau qui était avenue de Suffren et qui était dans un ancien salon de coiffure. Et donc, ils étaient 3 à travailler dans ce bureau. Il y avait le back-office, middle office qui était basé à Saint-Denis. Et c'était ça, les bureaux qu'on avait à Paris. Donc, quand on a repris la boîte, il fallait que je recrute un CTO. Et donc, lui dire, écoute, viens, on a un projet ambitieux, on va devenir un acteur de l'épargne en ligne important. Il faut qu'on développe de la souscription dématérialisée, qu'on développe un espace client. Il faut qu'on connecte tous les assurants entre eux. Et donc, on a fait passer pas mal d'entretiens des CTO. Et je pense que sur les 15 que j'ai vus, quand on les recevait, quand ils voyaient l'environnement de travail, ils ne croyaient pas à ce qu'on leur racontait. Et ça, c'était quelque chose de difficile. Pour Yves, pour moi, quand tu travailles dans une grande banque et que tu dois recruter quelqu'un, tu as tous les moyens que tu veux. Tu as tous les moyens que tu veux. Et quand tu reçois quelqu'un, il se dit, il a confiance dans l'environnement. Là, la première étape, c'est de recruter un CTO. Et il y en a un qui nous a fait confiance, qui a cru dans notre projet et qui a cru dans le développement de la boîte et qui nous a rejoints. Et ça, je pense que ça a été le premier acte le premier truc qu'on a amené, c'était ce recrutement-là dans l'équipe. Ouais, et c'est marrant que tu dis ça parce que, en l'occurrence, j'en sais aussi un petit peu quelque chose. C'est une tannée de faire bouger les assureurs. Les assureurs, ils ont un legacy, un héritage d'historique sur leur système informatique qui fait que c'est pas facile et ça crée de la frustration chez les clients parce que c'est pas assez rapide, c'est pas comme Uber, c'est pas comme Google. Et donc je trouve ça amusant que vous ayez eu en fait la vision dès le départ de dire il va falloir mettre le paquet sur l'informatique, sur la tech. Ouais, sur la tech. Mais alors le sujet était très compliqué tech parce que le premier truc qu'on a voulu développer, c'est le tunnel de souscription dématérialisé. Et on avait 4 assureurs. Generali, le premier avec qui on travaillait, Crédit Mutuel Arkéa via Suravenir, Spirica, Crédit Agricole Assurance et Apicil. Et donc l'idée, c'était d'avoir un tunnel qui nous permette de souscrire les 4 contrats dans le même tunnel. C'est assez facile. À l'époque, ce qui se passait, c'est que quand on allait voir Generali, ils nous ont dit, mais il n'y a pas de problème. On va vous donner notre tunnel. On leur dit, si on prend votre tunnel, on ne va pas pouvoir mettre le contrat de Suravenir intérieur ni le contrat de Spirica. Ah non. Donc on s'est dit, ou on crée 4 tunnels pour 4 assureurs, ou on crée un seul tunnel. Et ça, là-dessus, ça a été le boulot pendant 1 an et demi. Et on a sorti le premier tunnel de souscription dématérialisée, signature électronique, 100% des maths avec nos 4 assureurs. Vous avez sorti les 4 d'un coup? Les 4 d'un coup. 3 plus 1. Okay. Voilà. Mais ça a été un énorme buzz et ça a été beaucoup de boulot. Et en effet, il y a certains assureurs qui étaient plus avancés au niveau tech que d'autres. Et ça a été quelque chose de compliqué. Mais je pense que ça a été
le premier gros développement qu'on a fait dans la boîte. On est passé de 150 souscriptions par mois à 500, 600 souscriptions par mois. Et ça a été le gros game changer au départ. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, quand vous avez racheté Lynxera, en fait, les souscriptions se faisaient par courrier, c'est ça? C'était de la vente par correspondance. C'était la redoute. C'est ça. Tu as un catalogue sur Internet, tu dis que tu t'es intéressé par l'offre ou le contrat d'assurance vie, et tu cliques sur le bouton et tu reçois chez toi un dossier à compléter dans lequel tu rentres toutes tes pièces, tous tes justificatifs, tu les renvoies chez Lynxera. Lynxera te renvoie ton document complété et puis tu as souscrit comme ça. Donc, c'était de la vente par correspondance qui utilisait un site Internet pour marketer ses offres. Mais ce qui, on peut le dire, était le cas aussi chez Boursorama, Before Bank, etc. C'est-à-dire, moi, je me souviens avoir souscrit mon premier contrat. Pareil, t'envoies Bourso, courrier, c'est pareil, etc. exactement pareil. Mais donc, on a été le premier acteur à avoir ce tunnel global dans lequel on a pu interagir avec plusieurs assureurs. Ok, super. Et donc, du coup, tu disais donc 4 assureurs. Aujourd'hui, tu peux nous décrire un petit peu l'offre. Alors, elle est très large, mais dans les grandes lignes, l'offre que vous proposez sur Lynxera, et peut-être revenir aussi sur l'intérêt que ça peut avoir de présenter 4 assureurs. On se dit, moi, j'ai besoin d'une assurance vie. Est-ce que j'ai besoin de 4 assurances vie différentes? Est-ce que ça peut avoir du sens ou pas? En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les assureurs avec lesquels on travaille, ils sont représentatifs de la genèse, de l'évolution de l'épargne en ligne en France. Le premier assureur qui a le courage de mettre 0% de droit d'entrée, ça a été Generali. Donc, et une fois que Bourso a lancé son contrat, Lynxera a lancé un contrat qui était assez proche de celui de Bourso, avec 0% de droit d'entrée et avec une offre financière qui était peut-être un petit peu plus développée. Donc ça a été le premier. Et c'est pour ça que le premier contrat qu'on a eu, et le contrat historique de Lynxera, ça a été le contrat Generali. Ensuite, on a ouvert le contrat de Suravenir, qui était un contrat qui était assez innovant à l'époque, avec une offre financière qui était beaucoup plus fournie, avec une offre de fonds en euros qui était également assez innovante. Il ne faut pas oublier que le fonds en euros, ça reste quand même l'outil préféré pour l'investisseur lambda pour placer son épargne. Donc ça, aujourd'hui, c'était quelque chose de... Le fonds en euros, en 2010, 2012, c'était des produits qui payaient entre 5 et 6% de rendement et qui étaient très, très attractifs. La belle époque. Voilà. Donc ça a été, même si aujourd'hui, la belle époque est quand même revenue, mais c'était quelque chose de stratégique. Ensuite, le contrat Spirica est arrivé avec une offre financière qui était encore plus développée, un fonds en euros très innovant, et en plus, le développement des produits immobiliers. Et l'avantage du contrat de Spirica, au début sur les produits immobiliers, sur les SCPI qui étaient vendus en assurance vie, c'est que le contrat Spirica rétrocédait 100% des loyers de la SCPI. Donc, et on a développé ensuite le contrat PICIL parce qu'on avait le contrat mineur qui était hyper intéressant. On avait également un fonds en euros qui était assez attractif. Et donc, c'est l'offre de Lynxera s'est développée en fonction de l'évolution des différents assureurs. D'accord. Et 4 assureurs aujourd'hui, je pense qu'on couvre tous les besoins de nos clients. Et on a également une offre PER, parce qu'on a été également un pionnier dans la distribution des PER en ligne. Donc PER, plan épargne retraite. Exactement. Et on a lancé tout de suite le PER avec une offre financière qui était ultra attractive, avec des frais financiers qui étaient les plus bas du marché. Parce qu'au départ, quand le PER devait être lancé, ils voulaient lancer ce produit avec 1% de frais de gestion. Nous, on est arrivé tout de suite direct avec le PER à PICIL, avec 0,6 de frais de gestion. Et ça a fait vraiment grincer des dents à l'époque. Comme en 2001, on disait, on va vendre des contrats d'assurance vie sans frais d'entrée. Là, on est arrivé avec un PER, avec tout de suite 0,6 de frais de gestion sur les UC. Et ça a été un énorme buzz. Et aujourd'hui, le PER, c'est un produit qui doit représenter quasiment 20-25% de notre collecte annuelle. Oui, parce qu'il y a les frais d'entrée, donc ça, je pense, c'est vraiment une première barrière que vous avez fait tomber, en effet. Mais il y a aussi les frais de gestion qui sont aussi d'une importance cruciale, puisque c'est des frais qu'on va payer de manière perpétuelle. Et là aussi, on va dire, vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière, puisque vous avez les frais les plus bas du marché. Le pionnier, le premier à avoir cassé les droits d'entrée, c'est Bourso. Et l'acteur qui a tapé sur les frais les plus stratégiques, ce sont les frais de gestion unité de compte, c'est Lynxera, en mettant nos frais de gestion unité de compte à 0,6 sur le contrat Generali. Et ensuite, le Spirica,
le contrat Spirica, le Lynxea Spirit, avec 0,5 de frais de gestion UC. Donc ça a été quelque chose de déterminant, puisque la moyenne des frais de gestion unité de compte pratiquée tournait aux alentours de 1%. On les a divisés par 2 immédiatement. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à se rendre compte quand ils connaissent pas très bien les sujets d'épargne. On se dit, une Porsche, ça coûte plus cher qu'une Renault, donc un produit de luxe est censé coûter plus cher. Mais dans l'épargne, les valeurs sont complètement inversées. Et dans l'assurance vie de luxe, c'est l'assurance vie la moins chère. Exactement. T'as très bien résumé ça. L'assurance vie de luxe, c'est la moins chère, avec l'offre la plus importante et la plus large. Et ce qui est important, c'est qu'un investisseur lambda, je pense que les investisseurs avisés comprennent l'impact des frais de gestion. C'est pour ça que nous, au départ, la communauté des clients de Lynxea était composée principalement d'investisseurs avisés dans le domaine de l'épargne. Des gens qui étaient peut-être professionnels de la finance. Des pros de la finance, des ingénieurs, des gens qui savent bien compter. Et donc ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils vont placer de l'argent pendant longtemps, ils vont conserver le contrat pendant 10, 15 ans, que leurs placements vont faire des petits régulièrement et que les frais de gestion, c'est ce qui est déterminant dans la performance. Et donc c'est pour ça qu'on a développé, pour aider les gens à comprendre, et c'est d'ailleurs des produits qui sont assez disponibles sur pas mal de sites, mais des simulateurs qui permettent de comprendre l'impact des frais sur le contrat. Donc, on prend un contrat avec 1% de frais de gestion sur une durée déterminée de 15 ans, on place 100 000 €, on met 1% de frais de gestion UC, et il y en a un autre sur lequel on met 0,5, on met 4% de rendement, on met 8% de rendement, on met 10% de rendement, et on voit l'impact des frais. Et l'impact des frais sur une période de 10-15 ans, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, tu disais justement que au départ, les premiers clients étaient un peu comme ça, on va dire des geeks de la finance, des gens qui étaient un peu experts, qui regardaient bien. Aujourd'hui, c'est quoi la cible de Lynxea? Parce que vous avez beaucoup plus de clients. Vous allez, j'imagine, au-delà de ces investisseurs aguerris. Et question subsidiaire, comment vous voyez, vous, Lynxea? Vous êtes plutôt un supermarché de l'épargne où justement des gens vont aller choisir ici ou là tel ou tel contrat, tel ou tel support d'investissement, ou vous voyez comme un conseiller digitalisé et des gens qui allaient accompagner sur le net des investisseurs lambda qui veulent confier leur épargne à un professionnel? Écoute, je réponds simplement à ta question. Chez Lynxea, tu vas trouver tous les produits d'épargne du marché, que ce soit des ETF, des produits structurés, des produits de gestion active, l'immobilier, du private equity. Tu vas avoir les meilleurs fonds en euros, tu vas avoir des gestions pilotées ETF, tu vas avoir des gestions pilotées actives. Et en même temps, ce qu'on propose aux clients, c'est un accompagnement personnalisé, quel que soit ton niveau de fortune. Tu vas avoir, ça c'est quelque chose qu'on cultive, mais tu vas avoir la possibilité que tu places 500 € ou 10 millions d'euros. Tu vas avoir un conseiller au téléphone, disponible de 9h à 18h, un CIF, un conseiller en investissement financier agréé AMF, qui va te répondre et qui va répondre à tes questions. Et tu peux l'appeler 30 fois par semaine si tu le souhaites. Ils vont pas être très contents de ça, mais tu peux appeler tant que tu veux. Aujourd'hui, dans une banque, si tu places 50 000 € dans ton agence bancaire et que tu as une question à poser, tu vas tomber sur un serveur vocal, on va te mettre en relation avec quelqu'un et quelqu'un va te dire que ton conseiller en gestion de patrimoine va te rappeler dans une semaine à un créneau que tu vas devoir déterminer à l'avance. Le grand chamboulement, c'est qu'aujourd'hui, des acteurs digitaux comme nous, on arrive à apporter un conseil personnalisé à nos clients, que ce soit par téléphone avec des CIF, par mail, et bien sûr, tout ce qui va arriver via les produits d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de mieux aiguiller nos clients, mieux conseiller nos clients. Mais on essaie d'avoir une approche humaine et une approche automatique auprès de tous nos clients. Et aujourd'hui, je peux te dire que les clients de Lynxea sont extrêmement bien conseillés et accompagnés. Ok, super. Donc aujourd'hui, la promesse de Lynxea, c'est de dire on va vous accompagner mieux qu'une banque. Malgré le fait qu'on pourrait se dire c'est un acteur en ligne, etc. Cette promesse, elle est très facile à tenir, Hugo. Oui, c'est vrai. C'est pas mieux qu'une banque, mais on va t'accompagner, on va très bien t'accompagner. Te dire qu'on va mieux t'accompagner qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou qu'un banquier privé, on peut pas dire des trucs pareils. Parce que tout conseiller est bon à partir du moment où il est compétent.
Mais bien sûr. c'est très facile de dire aujourd'hui que sur une, et là je ne veux même pas parler que de Lynxea, sur une plateforme en ligne, que ce soit Lynxea, Meilleur Taux, assurancevie.com, Nalo, tu seras beaucoup mieux accompagné que dans une banque traditionnelle. C'est imbattable. Que tu mettes 1 000 € ou que tu mettes 50 000 €. Je pense que les gens ont aussi du mal à comprendre que le banquier, en fait, il est là aussi pour faire les virements, gérer le livret A, etc. Là où, en fait, aller chez un expert d'un sujet, donc vous, l'assurance vie, le PER, etc., et l'épargne de manière générale. Notre sujet, c'est l'épargne. Nous, on est des spécialistes de l'épargne, on nous appelle pour l'épargne. C'est ça. On n'a pas de compte on n'a pas de carte bancaire chez nous, on n'a pas d'autres trucs, c'est épargne. Et aujourd'hui, c'est un conseiller bancaire. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une agence bancaire, le conseiller bancaire, il est à l'accueil, il doit aller au coffre, il doit s'occuper de ton chéquier, il doit s'occuper de ta carte bleue, il doit gérer ton prêt. Il peut pas tout faire, c'est impossible de tout faire. Et quand il suffit de lire les journaux et toutes les semaines, tu as un article qui dit Société Générale va fermer 25% de ses agences en France, BNP va fermer 30% de ses agences. Donc la principale avancée technologique, c'est que les clients qui épargnent sont beaucoup mieux suivis via des plateformes comme Lynxea. Okay. Et les clients le comprennent maintenant. Donc c'est pour rebondir sur ta question, c'est comment aujourd'hui les clients le comprennent. Et puis ils le comprennent parce qu'ils testent. Un client, il ouvre son contrat avec 1 000 €, il passe 2-3 coups de téléphone, il envoie 2-3 mails, il voit qu'il souscrit un contrat sur lequel il écrit Crédit Agricole Assurance. Il a tout de suite compris qu'on était des courtiers pour l'accompagner et que le rôle de Lynxea, c'est de fournir du service et du conseil à ses clients. Et du coup, on a parlé des contrats, des frais, etc. Mais finalement, quand j'ouvre une assurance vie, j'ai fait que la moitié du chemin. Il faut aussi que je sache ce que je mets dans mon contrat d'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est une enveloppe qui peut mettre pas mal de choses différentes. Vous avez justement une offre aussi de support d'investissement qui est très large. C'est quoi ton avis un petit peu, ou l'avis de Lynxea sur gestion active versus gestion passive, OPCVM versus ETF? Je sais que tu aimes bien ça, parce que c'est ton passé. Bien sûr. Écoute, nous, on a été les premiers à intégrer à faire cohabiter dans les contrats d'assurance vie des ETF et des produits de gestion active. Donc c'est au choix du client. Nous, on met tout dans nos contrats. On a tout. L'objectif, c'est on essaie d'avoir l'offre la plus diversifiée possible. Et donc, sur les sujets de gestion passive et de gestion active, la gestion passive, si aujourd'hui tu veux jouer la hausse du marché, si tu veux investir sur les marchés actions européens, mondiaux, tu es obligé d'acheter des ETF. Il n'y a pas un acteur du marché qui va dire le contraire. Les acteurs qui disent le contraire, dans 3 ans, leur boîte, elle fera faillite. C'est pas possible. C'est imbattable. Quand tu fais des investissements programmés, quand tu veux investir sur la tech aux États-Unis, quand tu veux investir sur les marchés émergents, tu achètes des ETF. Ouais, peut-être pour comprendre. La gestion active, la gestion active que tu appelles les OPCVM plus classiques, aujourd'hui, les clients, ils privilégient cette gestion-là, pas pour acheter un produit qui va répliquer la performance du CAC 40 ou de l'Eurostock 50. Là, ils achètent un ETF. Par contre, elle se développe sur de la gestion obligataire très spécifique, du crédit, des investissements small et mid cap. Et encore, on pourra en reparler parce que le private equity va vraiment les concurrencer, mais c'est sur des thématiques très spécifiques. Nous, aujourd'hui, la gestion dite classique active continue à représenter 20-25% de nos encours. Okay. Et les ETF représentent quasiment 20% de nos encours aussi. Okay. Donc on a trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre basique et qui est un équilibre qui est très simple pour le client et qui assure la performance au client. Okay. Il n'y a plus un client qui achète une gestion benchmarkée, Eurostoxx, ça n'existe plus. Un fonds européen action internationale, non. Ouais. Ok. Et vous avez aussi, donc t'en parlais, des fonds immobiliers, donc des SCPI, des SCI, etc. Dernièrement, il y a eu un peu de casse sur les SCPI, il y a eu des problèmes de liquidité. Comment vous avez géré ce passage? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu un peu des paniques, des retraits forcés sur les SCPI?
Comment ça s'est passé de l'intérieur? Alors, bon, première chose, nous, on a beaucoup de produits immobiliers, notamment SCPI, qui sont vendus via l'assurance vie. Le principal avantage d'acheter ces SCPI en assurance vie, c'est que la liquidité est assurée par l'assureur. Ça, c'est le premier sujet. Et Donc, sur ça, pas de crise de liquidité là-dessus. l'assureur a joué le jeu. Quand tu travailles avec des gens comme Crédit Agricole Assurance via Spirica, Crédit Mutuel, Generali ou Apicil, tu travailles avec des gens qui sont très loyaux vis-à-vis des clients. Donc, bien évidemment, on n'a eu aucun problème avec les assureurs avec qui on bosse. On a eu, sur les sujets immobiliers, on a privilégié, il y a maintenant 3 ans, la nouvelle offre de SCPI qui ne prélève pas de frais d'entrée. Donc, c'est un produit comme le produit Remake. On a été un des pionniers et on a vraiment poussé ce produit parce qu'on y a beaucoup cru avec Yves. Et aujourd'hui, on a beaucoup investi sur des SCPI de nouvelle génération. Et le dernier sujet, c'est quand un client souscrit un produit chez Lynxia, une allocation d'actifs est conseillée. On conseille de diversifier. Et donc, on n'a pas de clients qui vont mettre 100% de leurs actifs en immobilier parce que l'immobilier n'est pas liquide. Donc ça, à partir du moment où le conseil est bien fait, eh ben, on limite le risque de casse comme tu as pu le dire. Ouais, d'ailleurs, les assureurs limitent en général le pourcentage. Mettent des garde-fous supplémentaires pour le faire. Voilà, donc on peut pas de toute façon, si vous voulez mettre 100% de la SCPI. On a des produits immobiliers, on a toujours été très actifs sur les produits immobiliers, on croit beaucoup dans cette classe d'actifs, mais on le fait de façon diversifiée avec des acteurs avec lesquels on a une relation assez forte et ça se passe très bien. Ok. Tu parlais aussi du private equity, c'est un sujet qu'on voit beaucoup aborder, je trouve, ces derniers temps. Il y a eu d'ailleurs une loi qui a obligé les gestions pilotées à mettre un petit peu de private equity dans les gestions. Dans les allocs, on doit préconiser du private equity de façon dans les profils les plus risqués. Des actifs illiquides. Tu vois ça d'un bon œil que l'État s'immisce un petit peu dans la gestion comme ça? Non, c'est pas. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre du private equity dans son allocation? Là, tu parles comme un journaliste qui veut créer un peu de polémique. C'est pas du tout. C'est pas l'État qui s'immisce. C'est aujourd'hui, il y a une classe d'actifs qui est reconnue dans le monde entier, qui est le private equity, qui est une classe d'actifs ultra performante. Quand on regarde les performances de tous les fonds de private equity dans le monde entier, c'est des produits qui ont vocation à te payer plus de 12% de taux de rendement annualisé par an. Pour les moyens, les meilleurs, c'est des chiffres qui sont bien supérieurs à ça. Et comment permettre aux épargnants français d'intégrer ce type de produits de façon diversifiée dans leurs allocations. Donc, c'était surtout ça la problématique. L'autre avantage de cette classe d'actifs, c'est qu'elle va investir, pour les produits de private equity français, sur des sociétés, des PME, donc des boîtes de taille moyenne. Et aujourd'hui, quand tu veux investir sur des boîtes de taille moyenne, c'est très, très, très compliqué. Donc, si tu investis sur des produits cotés de taille moyenne, tu vas pas avoir accès à la substantifique moelle, tu vas pas avoir accès aux meilleures boîtes, parce que les meilleures boîtes, les entrepreneurs, ils choisissent pas de se coter en bourse, ils choisissent des partenaires financiers, des fonds de private equity, parce que ça va leur donner plus de liberté, plus de levier pour développer leur boîte. Donc, les meilleures boîtes du marché, elles sont dans des fonds de private equity. Donc, le client qui veut avoir accès à cette performance, il a intérêt à acheter ces produits-là. La contrepartie, c'est la liquidité. Et ce sont des produits qui ne sont pas liquides. Et on a la chance, quand on achète ces produits-là via un contrat d'assurance vie, que la liquidité soit assurée par l'assureur. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a tendance souvent à oublier, mais l'assureur joue un grand rôle de sécurisation des actifs. J'ai un contrat d'assurance vie, j'ai un problème, je décède ou j'ai besoin de l'argent, l'assureur va rendre l'argent au client sous 15 jours. La valeur liquidative du produit sera peut-être pas la valeur qu'il aura eu à la fin, mais au moins il y a une liquidité qui est assurée automatiquement. Et l'assureur joue ce rôle de tampon. Et donc, tout l'intérêt de la loi Pacte, c'était de permettre aux assureurs, aux épargnants et aux distributeurs de trouver un cadre réglementaire pour essayer de pousser et proposer ces produits-là. Et honnêtement, ça a eu un impact très, très positif. Parce que d'une part, c'est des produits qui collent pile poil
à la stratégie du PER. Le PER, un client qui rentre, il est investi sur du long terme, il est bloqué. Le PER est un produit sur lequel on est bloqué, sauf cas spécifique. Et donc, ça rentre pile poil dans cette stratégie. Et donc, c'est des produits qui ont été poussés et qui, d'ailleurs, ont des niveaux de performance qui sont très, très satisfaisants. Quand on regarde avec un peu d'historique la performance des produits de private equity depuis 3 ans, on a des très, très bonnes surprises. Ok, super. Donc, c'est une offre qui va avoir tendance à se développer. On va commencer à voir arriver beaucoup, beaucoup de fonds, des fonds infrastructures, des fonds thématiques, des fonds de secondaire, des fonds PME françaises, des fonds environnementaux. Et donc, ça va donner un panel d'investissement qui va être encore plus intéressant pour les épargnants. Donc, les grands gagnants, je pense, de cette loi, ont été les épargnants français. Et nous, distributeurs, on a été très contents parce que ça nous a donné un cadre réglementaire qui était plus facile pour vendre des produits de ce type-là. Avec toujours le conseil, expliquer au client que c'est un actif qui n'est pas liquide. Et donc, un client qui te dit qu'il a besoin de son argent dans 4 ans, eh ben lui, il va en mettre une toute petite partie. Mais un client qui dit qu'il a 10 ans d'investissement devant lui, eh ben lui, on peut lui en mettre entre 5 et 10% de son contrat d'assurance vie. Et s'il veut de la liquidité, il ira la chercher sur son fonds en euros, par exemple. Ok, super. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu dirais que l'offre de support en unité de compte que vous avez chez Lynxea, elle est arrivée à maturité, il y a suffisamment d'offres? Est-ce que vous avez l'intention d'essayer d'ajouter des nouveaux supports? Justement, tu parlais peut-être certains nouveaux supports de private equity. Est-ce que les fans d'ETF comme moi peuvent espérer avoir des nouveaux ETF qui arrivent sur les contrats? Ou est-ce que vous êtes arrivé un peu à maturité? Tu connais pas mon associé, tu connais pas Yves Conan, toi. Non, je l'ai jamais rencontré. Moi, il est dans mon bureau toute la journée, il devient fou, il regarde tout. Donc, si tu veux, justement, l'enjeu chez Lynxea, c'est d'essayer de faire évoluer l'offre de façon constante, trouver des nouveaux produits, trouver des nouveaux ETF, trouver des nouvelles solutions de produits structurés, trouver des nouveaux produits de private equity, essayer de développer des nouvelles thématiques dans l'immobilier. Et donc, ça, c'est notre ADN avec Yves. Ok, super. Ça, c'est ce qui nous motive le plus. Tout ça dans un cadre très sécurisé, qui est l'assurance vie. Bien sûr. Mais développer l'offre financière, c'est fascinant. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cet environnement, c'est quel que soit l'environnement des taux, l'environnement financier, on voit des évolutions perpétuelles. Donc, essayer d'être toujours dans le tempo, essayer de trouver des innovations, ça, c'est ultra motivant pour des dirigeants de boîte. Tu as parlé à plusieurs reprises des produits structurés. Vous venez avec votre associé de ce milieu-là, donc vous êtes un peu des experts du produit structuré. En même temps, ça a aussi un petit peu une réputation parfois un peu sulfureuse, parce que je pense que c'est quand même très compliqué. Il y a des produits structurés qui sont un peu parfois limites sur les indices qu'ils vont utiliser, etc. Et puis les frais, on ne sait pas trop où est-ce qu'on les paye, machin. Est-ce que... Il faut que tu viennes en formation. Je vais t'envoyer en formation chez Herbis Finance. C'est quoi votre politique du coup sur les produits structurés et comment vous faites pour les sélectionner et puis pour les expliquer aux clients aussi, parce que c'est toujours... même moi, parfois, qui connais bien le sujet, je suis là, ok, je suis en train de me faire le scénario. Alors, premier sujet, il y a beaucoup de produits financiers qui sont assez sophistiqués. Ouais. Tu rentres dans le détail de produits de crédit, de produits de private equity, de produits obligataires, tu peux avoir des produits qui sont assez sophistiqués. Donc, les produits structurés sont des produits qui sont sophistiqués. Premier sujet, regarde la performance de ces produits depuis 20 ans. On commence à avoir beaucoup d'historiques, pas des backtests, du vrai historique. Des marchés compliqués 2008-2011. J'ai quelques cheveux blancs, donc je peux t'expliquer. En plus, à l'époque, j'étais à la Société Générale et on a vécu des périodes qui ont été très, très, très compliquées. Et quand tu regardes... Peut-être juste pour nos lecteurs, je précise, produit structuré, c'est un produit financier à formule, grosso modo. C'est une formule avec différents scénarios. C'est un produit structuré, c'est une association de différents produits financiers, notamment des options et des produits de taux, et qui ont vocation à te payer une performance qui est passive. C'est-à-dire qu'on va développer un scénario, et si le scénario se réalise, on va tout de suite délivrer la performance qui est donnée. Donc, c'est des produits, c'est une combinaison d'options et d'obligations. Et si tu veux, c'est assez proche d'un ETF, c'est un produit de gestion passive. Il n'y a pas d'action de gestion. On te dit, si l'indice Eurostoxx, dans un an, il est au-dessus de 0%, tu vas toucher 8% de performance. Donc, c'est quelque chose de
systématique. Un produit structuré, c'est systématique. Mm. Et l'avantage de ces produits-là, c'est également qu'ils proposent des protections. Mais ce ne sont pas des produits... Il y a des produits garantis, mais la plupart ne sont pas garantis en capital. C'est des produits qui restent risqués. C'est des produits qui doivent représenter une partie... allez, ça doit représenter maximum 10 à 15% d'une allocation d'actifs aujourd'hui. Mais, pour répondre à tes questions, en termes de frais, c'est comme sur tous les produits financiers. Il y a des acteurs qui vont avoir une politique financière qui vont être différente d'autres acteurs. Mm. Nous, chez Linxea, on a une politique de frais qui est hyper stricte et qui nous assure une performance vraiment régulière sur nos produits. On a un historique, on a dû lancer plus de 35 produits structurés depuis que Linxea a été créé. Tu regardes la performance des 35 produits structurés, c'est exceptionnel. Okay. Et ça vient aussi en partie de la politique de frais qu'on met en place. Comme Yves et moi, on a été dans cette industrie-là, on sait exactement ce qui est déterminant pour construire des produits qui vont avoir une bonne probabilité d'atteindre des niveaux de performance satisfaisants. Donc sur les frais, tu vas avoir des gestionnaires d'actifs classiques qui vont prendre beaucoup de frais, tu vas avoir des gestionnaires de private equity qui vont prendre beaucoup de frais, et tu vas avoir des fabricants de produits structurés qui vont prendre plus de frais que d'autres. C'est partout pareil, ça. Donc ça, c'est pas propre à ces produits-là. Tu vas avoir des compagnies d'assurance qui prennent plus de frais que d'autres sur des contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est partout pareil. Et ça, c'est assez simple. Hein. En général, aujourd'hui, maintenant, sur les documents qui te sont présentés, la politique de frais est très transparente. Ensuite, après, il faut regarder la performance et les expliquer. La meilleure façon de les expliquer, c'est d'expliquer au client le risque maximum qu'il prend quand il achète ce produit-là. Okay. Et quand tu fais ça, honnêtement, ça se passe bien. Quand tu expliques bien au client le risque qu'il prend et quand tu respectes la pondération que tu dois mettre dans son allocation, c'est une classe d'actifs qui nous donne une grande satisfaction. Ok, super. On a parlé des supports, on a parlé des enveloppes, on a un peu évité l'éléphant dans la salle, le fonds en euros. Aujourd'hui, donc récemment, le taux du livret A baissé, 1,7% à l'heure où on se parle. Donc le fonds en euros devient une belle alternative. Est-ce que ça va durer selon toi ? Est-ce que tu as un peu des insights des assureurs sur les taux que vous allez verser dans les contrats à venir? Et comment tu vois l'avenir du fonds en euros? Est-ce que c'est encore la pierre angulaire de l'assurance vie? Est-ce que les clients, quand ils souscrivent chez Linxea, ils veulent du fonds en euros? Ou est-ce qu'ils ont réussi quand même à s'éduquer et un petit peu à se dire le fonds en euros, c'est un élément parmi d'autres dans une assurance vie? Je vais te raconter une petite anecdote. Ouais, je t'en prie. Pour t'expliquer la puissance du fonds en euros. Avec qui on bossait chez Morgan Stanley. Et il y avait le patron de Morgan Stanley qui venait 2 fois par an en France. Il s'appelait Ted Pick. Et je devais le recevoir et lui expliquer comment fonctionnait le marché français. Et je lui expliquais que quand on fabriquait nos produits, on les mettait dans des contrats d'assurance vie. Et il me dit, mais ça fonctionne comment? Je lui expliquais l'assurance vie, il m'a dit, c'est super, la fiscalité. Il m'a dit, c'est une enveloppe fantastique, on a passé à la liquidité. Je lui dis, en plus, il y a un actif à l'intérieur qui s'appelle le fonds en euros. Et à l'époque, le fonds en euros, il payait 4,5, c'est-à-dire qu'il payait 1,5 de plus que le taux sans risque. Je lui dis, bon, il y a un actif qui s'appelle fonds en euros, qui est géré par les assureurs, et aujourd'hui, ça paye 1,5 de plus que le taux sans risque, c'est liquide, et on peut mettre, on n'a pas de plafond, on peut mettre beaucoup d'argent dessus. Et là, il m'a dit, t'es un débile. Ça n'existe pas un produit financier comme ça. J'étais hyper gêné, tu vois, t'as le big boss. Je dis, non, c'est impossible. Ça n'existe pas financièrement un produit comme ça. Je dis, si, c'est le fonds en euros. On est les seuls dans le monde à avoir un produit comme ça. Et les épargnants français, ils se trompent pas. Le fonds en euros est la pierre angulaire de l'épargne des Français. Et c'est bien. Plus on vend de fonds en euros à nos clients, plus ils achètent des unités de compte, plus ils achètent des ETF. Allez, en 2019-2020, il y a certains assureurs qui ont tenté un jeu un peu vicieux, c'est d'expliquer que c'était compliqué, quand le fait de vendre ça à nos clients, on allait les appauvrir, que ça n'allait pas fonctionner. Connerie monumentale. Aujourd'hui, la plupart de ces assureurs, ils continuent à nous payer un fonds en euros de très bonne qualité. Et aujourd'hui, ce qui est très vertueux dans le système, c'est que les assureurs qui nous donnent les meilleurs taux de fonds en euros sont ceux chez qui on vend le plus d'unités de compte. Okay. Donc, et je pense que ça fait partie de la responsabilité des assureurs avec qui on bosse d'aider nos épargnants avec ce produit-là. Donc oui, en effet, ça peut coûter cher à certaines compagnies d'assurance, mais il y a certaines compagnies d'assurance qui gèrent très bien ce produit, qui ont des réserves disponibles et qui savent le gérer dans le temps. Et on a de la chance, tous les partenaires avec qui on travaille aujourd'hui, que ce soit Generali, Suravenir, Spirica, Apicil,
nous offre des taux de fonds en euros qui sont exceptionnels. Et quand tu le compares au livret A, en juillet, la baisse du livret A est annoncée. Le mois de juillet, la collecte qu'on a fait en juillet chez Lynxea est la plus grande collecte qu'on a jamais fait. Forcément. Jamais fait. Ça a été un mois historique. Parce que les Français ne se trompent pas. Ils ont un actif liquide qui paye beaucoup plus que le taux sans risque et qui paye quasiment 1,5% de plus que le livret A dans leur contrat d'assurance vie, avec une liquidité totale, garantie en capital. Donc ça, c'est imbattable pour des purs financiers ou pour des gens des épargnants classiques. C'est un produit imbattable. Et non, mais en effet, le fonds euro, c'est un super produit. Et je pense que pour que les gens comprennent aussi, il y a plus de duration, il y a plus d'inertie dans le fonds en euros. Donc, a priori, on peut s'attendre, tu confirmeras, mais que les taux du fonds euro baissent moins vite justement que ceux des livrets ou en particulier ceux du livret A. Bien sûr. Puis, faut faire confiance aux assureurs, à leur rôle responsable dans la gestion de l'épargne des Français. Vous avez une vue un petit peu sur justement les réserves des assureurs, ceux qui ont plus de réserves ou pas. T'es confiant sur le fait que les taux vont continuer à être je suis très confiant sur la capacité de mes partenaires à continuer à me proposer des taux de fonds en euros qui sont en ligne et qui sont justes par rapport à ce que le marché peut avoir. Alors, tu peux avoir des assureurs qui tout d'un coup veulent faire un petit coup d'éclat. Mais quand on gère une poche de fonds en euros en assurance vie pour une grosse partie de clients, tu as une optique moyen-long terme. Et donc, les assureurs essayent d'avoir une performance qui soit régulière et lissée et qui soit en ligne avec ce qui se passe sur le marché. Ok, super. Autre sujet d'actualité, on a un budget, l'État français a un budget difficile à soutenir. L'assurance vie est quand même assez régulièrement attaquée sur sa fiscalité. Comment tu vois les choses à l'avenir? Est-ce que tu penses que l'assurance vie va continuer à conserver ses avantages fiscaux, que ce soit sur la succession ou sur les revenus du capital? Est-ce que là-dessus aussi, vous essayez de vous battre à côté des assureurs? Est-ce que vous êtes un petit de temps en temps interrogé par les pouvoirs publics sur ces sujets ou comment est-ce que vous défendez cette fiscalité? Ce qui est intéressant, c'est que l'assurance vie, c'est un produit qui appartient à tous les Français. Un produit pour les Français les plus aisés. Tous les Français épargnent via leur contrat d'assurance vie. 2100 milliards d'actifs épargnés en assurance vie, ça en fait un produit de masse qui est consommé par tous les Français. Donc, la fiscalité de l'assurance vie, c'est pas quelque chose qui va changer. Les hommes politiques le savent. Le levier le plus facile pour les hommes politiques va toucher la fiscalité de l'assurance vie. Là, on doit être beaucoup plus inquiet sur les impôts. Et c'est ça le problème qu'on a, le problème systémique de l'accroissement de notre dette. Là où on peut avoir peur, c'est sur la façon dont nous, on va être imposés en tant qu'entreprise, en tant que particulier, sur nos revenus et sur nos biens. Mais en ce qui concerne l'assurance vie, je suis très très positif. Il y a toujours un ou deux politiques qui d'ailleurs, quand on regarde sa déclaration, il n'a même pas de contrat d'assurance vie, il n'a même pas de contrat d'épargne, il ne sait même pas de quoi il parle, qui va commencer à parler. Mais c'est un sujet sur lequel je suis extrêmement confiant, sur lequel il n'y aura pas de changement de fiscalité. Il y a eu donc dans la loi Pacte des tentatives aussi de libéraliser entre guillemets l'assurance vie, puisque aujourd'hui, certes, l'assurance vie, elle a cet avantage fiscal, mais en revanche, une fois qu'on a ouvert un contrat, on est un peu bloqué. Si on a de l'argent, si on a des plus-values, eh bien, on ne peut pas transférer, comme c'est le cas avec le PER ou avec l'assurance vie. La loi Pacte a autorisé le transfert entre différents courtiers, mais du même assureur, donc entre différents contrats du même assureur. Est-ce que ça fonctionne? Moi, j'ai beaucoup de retours de clients qui n'arrivent pas à transférer leur contrat, même quand c'est le même assureur. Qu'est-ce qui coince et comment vous gérez ça chez Lynxea? Premier sujet, la transférabilité, ça fonctionne bien sur les produits qui sont vraiment des produits bloqués. Le premier truc le plus important pour la transférabilité, c'est sur les produits d'épargne retraite. Bien sûr. Tu achètes un produit, tu es planté pendant 30 ans, et tu as un produit sur lequel tu as des frais énormes, là, tu peux rien faire. Donc, le truc le plus urgent, c'est sur les vrais produits bloqués. Le lancement du PER avec ce qu'on a fait sur la transférabilité, ça a été exceptionnel. Donc aujourd'hui, il y a une grande
liberté de transfert sur les produits d'épargne de retraite qui sont des vrais produits bloqués. Vous avez beaucoup chez Lynxea de gens qui viennent avec leur PER. Ouais. Qui transfèrent des anciens produits, qui transfèrent d'anciens produits et qui les mettent dans leur PER. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs aussi, si on a ouvert un PER il y a 4 ans et que ce PER, il avait 1% de frais de gestion, eh ben, il est tout à fait possible de transférer vers un PER qui a moins de frais. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Grosse avancée. En ce qui concerne la transférabilité sur les compagnies d'assurance, c'est différent. Bon, déjà, d'une part, c'est comme tu l'as dit, si j'ai envie de changer de courtier, c'est possible de changer de courtier. J'envoie une lettre à ma compagnie d'assurance et je change de courtier. Le sujet. Toi, tu es patron d'une compagnie d'assurance vie. Tu es quelqu'un de loyal. Tu gères ton fonds en euros. Tu as une somme hyper importante de fonds en euros. Et puis à côté, tu vas avoir un nouvel assureur qui va faire un gros dumping. Et donc, tu vas créer un risque systémique vis-à-vis d'un système qui marche très bien. Donc, la transférabilité, c'est très important de la cantonner au sein d'une même compagnie. Parce que, imagine, toi, tu as un vieux contrat dans une compagnie d'assurance vie française qui a peu évolué. Cette transférabilité intra-compagnie, elle va pousser la compagnie d'assurance à créer un nouveau produit avec une nouvelle enveloppe de frais, une nouvelle offre de service, une nouvelle offre tech. Et donc, ça va être très facile pour l'assureur de transférer cette ligne et ses anciens contrats pour l'aider à toujours mieux gérer son stock et à le faire de façon responsable. Donc, la transférabilité, elle fonctionne. Et si vous avez un gros problème sur un contrat d'assurance, vous n'êtes pas content de votre courtier, c'est très facile de transférer. Vous contactez l'assureur et même le courtier que vous avez sélectionné peut vous aider à gérer ça. Et on a des possibilités entre courtiers également de s'arranger, de discuter. Mais j'ai jamais, chez Lynxea, on a 150 000 clients et j'ai jamais eu de problème pour récupérer des clients ou même transférer des clients. Donc vous faites des contrats, des transferts pactes et ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà. Ceux pour qui ça marche pas, ça va être des très vieux assureurs qui vont utiliser des arguments fallacieux pour pas transférer le client parce que les clients ils sont empêtrés dans un contrat et qui est mauvais, ils ont plus de 75 ans. Voilà, mais ça fonctionne. En général, ça fonctionne. Très bien. Ceux qui ont un vieux contrat peuvent transférer chez Lynxea. Non, à condition. Non, parce qu'il faut pas. Après, il faut bien regarder. Parfois, ce qui va pas, c'est le courtier, c'est celui qui donne des conseils ou c'est ton offre financière. Mais les épargnants français ont quand même beaucoup de chance. Parce que je pense notamment à ceux qui sont accompagnés par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et la plupart des compagnies d'assurance, elles sont quand même assez soucieuses de faire évoluer leur offre et de faire évoluer leur contrat. On n'a pas beaucoup de contrats à l'ancienne qui sont complètement hors marché en termes d'offres financières, en termes de fonds en euros et en termes de frais. Ok. Bon, bah super. Écoute, on s'approche un petit peu de la fin de cet entretien. On a des questions un petit peu rituelles chez Financero. La première, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives finalement à gérer ton épargne exclusivement avec Lynxea ou est-ce que tu vas quand même à droite, à gauche pour des produits que vous distribuez pas et si c'est le cas, lesquels, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as des cryptos, est-ce que tu as des choses comme ça? Alors, moi, mon épargne, elle est chez Lynxea. Parce que je te l'ai dit, quand on a tout chez nous, j'ai ça. Donc, moi, j'ai mon contrat d'assurance vie. Je suis ultra diversifié. J'ai pas mal de private equity. Vous avez un PEA chez Lynxea ou... Non, faites pas. Non. Donc, toi, et j'ai un PEA quand même. J'ai un PEA qui est géré chez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant parce que je l'avais ouvert il y a longtemps quand j'étais à la Société Générale. Donc, je l'ai toujours. Dans mon PEA, j'ai des actions non cotées. J'investis dans des boîtes via mon PEA. Et j'ai quelques actions du CAC 40 que j'ai depuis longtemps. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai hors Lynxea. Sinon, j'ai de l'immobilier en direct. Perso, en direct. Tu vois, j'ai ma résidence principale. Voilà, mais j'ai quand même... Et j'ai pas de crypto. J'ai pas de crypto. J'ai des cryptos. Mais en crypto, si j'ai 5 000 euros, tu vois, j'ai fait le test au départ pour ouvrir, pour tester. Mais j'ai pas de crypto. Voilà. Et du coup, j'ai pas d'or physique. Voilà. Et du coup, dans ton contrat Lynxea, je sais pas, un contrat d'assurance vie par exemple, qu'est-ce que tu privilégies comme support? C'est quoi un petit peu quelques-uns des supports que t'as? Quel contrat t'as et quel support? J'ai les 4 contrats. J'ai les 4 contrats de Lynxea et j'ai également des contrats d'assurance vie
chez Bourseau, Tu regardes chez un peu la Yomoni. concurrence. J'en ai parce que j'aime voir tout ce qui se fait. Ça m'intéresse de voir tout ça. Donc, j'ai des contrats, j'ai beaucoup de contrats. Mais chez Linxa, si tu me demandes sur quoi j'investis, j'ai bien évidemment du fonds en euros parce que j'aime bien placer ma trésorerie. Je bouge beaucoup sur mon contrat. Je fais des rachats. Je bouge beaucoup. J'ai ça. J'ai du private equity. Parce que j'ai l'offre, j'ai le produit de NextEdge. NextEdge qui est mon partenaire, mais j'ai le produit de NextEdge dans mon contrat d'assurance vie, qui est un produit qui a extrêmement bien performé. J'ai le produit Dodo qu'on a lancé. On a lancé un produit de secondaire. Ça, c'est mes deux grosses lignes en private equity. J'ai du produit structuré. En général, moi, je suis un peu plus actif. Je dois avoir 15-20% en produit structuré. J'ai du remake en immobilier. Et puis après, là, ce matin, j'ai fait un arbitrage et j'ai acheté le produit de crédit de Blackstone dans mon contrat de Spherica. Voilà, donc tu vois, je suis assez actif et ultra diversifié. Et en général, quand il y a un produit qui sort chez nous, j'essaie de l'acheter quoi qu'il arrive. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Antoine. Merci Hugo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en description, enfin en commentaire de la vidéo. Vous pouvez aussi vous rendre sur Linxea et discuter avec les conseillers de Linxea. Je pense qu'en description, on mettra peut-être quelques actualités, quelques offres. Je sais qu'il y a des offres en ce moment bonifiées sur les fonds en euros, donc on mettra quelques liens. Merci. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum de Financero pour discuter, échanger sur ces sujets. Merci Hugo. Merci.